Bonjour à tous et bienvenue dans cette, alors je ne sais pas si on peut appeler cette masterclass, mais en tout cas ce grand témoignage. On est très heureux ici de recevoir deux grands groupes et leurs PME de leur scope 3. Vous avez tous entendu tout à l'heure Nicolas Dufour dire on est tous dans le scope 3 de quelqu'un. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir réunir autour de cette table des acteurs qui ont commencé et qui veulent continuer à travailler ensemble. Donc je vais vous les présenter rapidement et puis ils le feront. Je crois que tu vas aussi nous présenter, Michael, une chambre. Donc voilà, donc il y aura quelques jeux et on essaye de télécharger le petit film qui présentera le projet côté SNCF. Bienvenue. Donc alors, pour vous les présenter rapidement, puisqu'on remettra la slide si vous voulez regarder. Donc, nous avons la très grande joie d'accueillir à la fois la SNCF et Orange. Donc, côté SNCF, nous avons Pascal Descaries, directeur des achats et de l'économie circulaire. Nous avons Marc Jacouton, directeur de la RSE côté Tintoret. Nous avons Yves Dubief, c'est Pauvette, j'y arriverai jamais. Yves Dubief, côté Tintoret. Et puis du côté Orange, nous avons Gaël Lauré, donc directeur de la transformation et des achats du groupe Orange. Et puis qui est venu avec Michael Cardin du groupe KMC. Donc nous avons deux projets à vous présenter, deux témoignages exemplaires d'une relation collaborative, constructive entre des grands groupes et leurs relations PME sous-traitantes fournisseurs. Donc ça va être l'objet de ces 45 minutes, 1 heure qui arrivent. Donc préparez vos questions, c'est l'occasion de leur poser. Je vous laisse peut-être vous présenter en 1 minute chacun, si ça vous va, de rappeler pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que fait, si besoin, le groupe. Appuyez sur le bouton, voilà. Bonjour, donc Gaël Lauré, moi je travaille pour les achats du groupe Orange. Je suis directeur de la transformation et de la RSE. Et donc Orange, en France, c'est à peu près 10 milliards d'euros d'achats par an auprès d'environ 10 000 fournisseurs différents. Et donc on essaye aujourd'hui d'embarquer nos fournisseurs comme des partenaires dans la décarbonation, faire en sorte que nos achats soient le plus responsables possible. Et ça passe par une relation de partenariat avec nos fournisseurs. Bonjour, Pascal Descaries, donc directeur des achats et de l'économie circulaire du groupe SNCF. Donc une enveloppe de 18 milliards d'euros et 3 missions qui sont attribuées à la fonction achat / économie circulaire, une mission classique de performance économique, une mission de décarbonation de la supply chain, scope 3 on va dire, et puis une mission de SNCF, acteur des relocalisations industrielles au travers de sa dépense. C'est l'exemple dont on va vous parler tout à l'heure en est un. Et peut-être comme point, depuis 2 ans et demi maintenant, tous les appels d'offres SNCF embarquent une note carbone où vous pouvez gagner ou perdre un marché SNCF à cause de votre empreinte carbone. Donc, bonjour, moi c'est Michael Cardin, je suis le directeur commercial pour le groupe KMC. KMC est un groupe familial qui est basé dans les Ardennes, à Bonny-sur-Meuse. C'est 3 entités différentes, mais qui travaillent toutes dans les champs de télécom. Donc sur une base télécom, on a une partie béton, une partie acier et une partie composite qu'on met en avant là, qu'on a développé en partenariat avec Orange et à la demande d'Orange par rapport à des problèmes de qualité de produit, d'aide au niveau des entreprises, de bien-être au travail. Et tout ça, nous, ça fait à peu près, on va dire, 20 millions de chiffres d'affaires, le groupe, et on est une 60aine de personnes. Donc, à chaque fois que Orange veut faire évoluer des produits plus vertueux, plus dans la décarbonation, on essaie de les accompagner du mieux possible. Et on est déjà à la phase 2 avec ce nouveau produit qui incorpore des produits qui facilitent la pose, qui sont sans allergènes, sans cancérigènes, voilà, pour le bien-être au travail. Merci. Bonjour, Yves Dubief, je suis le patron de Tintoret. Tintoret est un tisseur, donc on assemble des fils pour produire des tissus dans les Vosges. On est une quarantaine de personnes, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour citer quelques chiffres, et on est un spécialiste des fibres naturelles et du lin. C'est la raison pour laquelle on travaille étroitement avec Cepovett et depuis quelques mois avec la SNCF. Bonjour, Marc Jacouton, donc moi je suis en charge de la RSE pour le groupe Cepovett. Donc
On est un industriel textile, on est plutôt une PME familiale, fabricant de vêtements professionnels. Donc nous, notre métier, c'est de fabriquer à peu près 10 millions de vêtements par an. On habille 1 million d'hommes et de femmes en entreprise. Donc voilà, tous les gens qui aujourd'hui travaillent avec des métiers de protection ou dans des boutiques, potentiellement c'est nous. Donc on est ravis notamment d'accompagner et la SNCF et Orange dans ces uniformes. Alors peut-être en première question pour introduire cette masterclass, et ça s'adresse plutôt à Pascal et Orange, et Gaël, pardon. Aujourd'hui, on a entendu, et on l'a encore entendu ce matin, qu'il fallait continuer à avancer, notamment quand on est une PME, qu'il ne faut pas penser que la révision en cours de la CSRD, de l'omnibus européen, met un stop complet à tout changement, et notamment sur ces enjeux de transition environnementale qui peuvent apparaître à la fois comme des contraintes, mais on verra, et c'est ce qu'on voudrait illustrer aujourd'hui à travers cette masterclass, comme des opportunités. Quel est le positionnement aujourd'hui d'un grand donneur d'ordre type SNCF et Orange sur ces transitions, et qu'est-ce que vous voudriez partager aujourd'hui sur cet arrêt ou pas, ou est-ce qu'il faut continuer à se transformer? Alors, c'est très bien pour la SNCF de dire que prendre le train, c'est vert et c'est faire un bon geste pour la planète, mais c'est tout sauf suffisant parce que quand vous regardez le train lui-même ou les infrastructures, ce sont deux univers très très carbonés. Donc à partir de ça, on a eu la conviction il y a 4 ans maintenant, Jean-Pierre Farandou d'abord, qui est de dire le carbone de mon activité, scope 1 et 2, j'essaye de le maîtriser, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que le carbone, il est partout, il ne s'arrête pas à la porte d'entrée des entreprises, et que j'ai beau me décarboner, mais si mes fournisseurs ne le sont pas, ça fait flop. Mon empreinte, elle est de 4,8 millions, 4,9 millions de tonnes d'émissions par an. Là-dedans, il y a plus de 4 millions de tonnes qui sont sur mon scope 3. Donc mon discours qui est de dire prenez le train, c'est vert, c'est faire un bon geste pour la planète, vous voyez bien qu'il est largement insuffisant. Donc pour SNCF, pour l'ensemble des activités de SNCF, il est totalement stratégique d'aller beaucoup plus fort et plus vite sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que demain, nos concurrents que sont la voiture ou l'avion, la voiture redeviendra fréquentable parce que tous les industriels de l'automobile sont embarqués avec leur supply chain, leurs sous-traitants, pour une voiture qui soit beaucoup plus écologique, beaucoup plus durable, beaucoup plus recyclable. Et il en va de même pour les acteurs de l'industrie aérienne. Donc ça va bien au-delà d'une histoire d'empreinte. C'est bien entendu le lien qu'il y a de cette empreinte vers le côté stratégique de l'existence et de la continuité de SNCF à pouvoir poursuivre, continuer de délivrer un service qui soit perçu comme étant, entre guillemets, vert et écologique. Prendre le train, c'est vert, ça doit le rester, et toutes nos actions s'inscrivent là-dedans. Alors, pour ce qui est d'Orange, c'est Stéphane Richard le premier, et ça a été repris par Christelle Heidmann ensuite, à travers le programme Lead the Future. Il a été décidé qu'Orange serait net zéro carbone en 2040. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire de 90% nos émissions par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, on a commencé à travailler il y a déjà plusieurs années, et par rapport à 2015, on a déjà réduit de 37% notre impact. Mais essentiellement, hein, comme disait Pascal, en travaillant sur notre scope 1 et 2. Et aujourd'hui, on voit bien que près de 80% de notre empreinte, c'est du scope 3. Du scope 3, c'est-à-dire ce qu'on achète, et puis aussi les produits qu'on met en service chez nos clients, les Livebox par exemple, qui consomment de l'électricité, etc. Donc tout ça, c'est notre scope 3. Et on a décidé de le travailler en partenariat avec nos fournisseurs, et non pas dans une forme de, je dirais, d'exigence, parce qu'on est un grand groupe et qu'on peut se permettre d'imposer des normes. Si on veut gagner, ça se fait main dans la main. Et effectivement, pour reprendre la phrase, hein, le scope 3, c'est effectivement quelque chose qui se partage. Le mien, c'est le vôtre. Et donc, il faut qu'on travaille sur du long terme avec ces choses-là. Alors, on a fait un grand programme qui s'appelle Partner to Net Zero Carbone, dans lequel on essaye dans un premier temps de cartographier nos émissions pour savoir où est-ce qu'elles se situent. Parce qu'on ne peut pas travailler dans tous les sens. Nous, on a 10 000 entreprises, fournisseurs, sous-traitantes en France. Et donc, ça nous a permis d'identifier que 60% de nos émissions sont issues de 35 fournisseurs. Et donc déjà, on a identifié des grandes entreprises qui sont des partenaires avec lesquels on va aller mettre en place des plans de progrès clairement identifiés pour travailler en collaboration à la décroissance de ces achats. Et puis ensuite, il y a tout le reste, les 40% restants, qui représentent la très grande majorité des sous-traitants, avec lesquels
eh bien, il faut qu'on mette en place des plans, d'où le partenariat qu'on a décidé ensemble en septembre 2024 pour accompagner l'ensemble des PME, TPE, ETI du territoire français dans la décarbonation en leur permettant d'avoir une démarche qui soit structurée, homogène et cohérente tous ensemble. Alors, on va avoir les témoignages de ce que ça veut dire, cette transformation de la relation entre grand donneur d'ordre et relations sous-traitants fournisseurs. Peut-être juste une question pour Pascal. Quand on est soumis à la commande publique, est-ce que ce nouveau paradigme, c'est facile à mettre en place? Comment est-ce que ça s'est traduit? Et on verra la concrétisation via le projet LIN que Cepovett et Tentoré pourront illustrer. Mais est-ce qu'il y a des difficultés ou comment, voilà, Orange n'est pas soumis aux mêmes contraintes. Donc peut-être y a-t-il plus de leviers d'action faciles? Pour le dire en toute transparence, non, ce n'était pas facile. Mais dans SNCF, sur ces sujets-là, vous avez une volonté et un engagement très fort de bouger. Donc cette fois, on n'a pas attendu que les différentes directions juridiques, que ce soit au pluriel celle de Bercy ou celle de la SNCF, disent vous pouvez le faire ou ne pas le faire. On leur a dit on va le faire. Maintenant, adapter le système pour qu'on puisse le faire. C'est plutôt de cette manière-là qu'on l'a approché. Et puis, il y a un élément important derrière ça, Marguerite, et c'est une leçon et une conviction maintenant qu'on partage à plusieurs. Le monde, quand vous travaillez à des sujets de décarbonation, vous apercevez que la relation verticale des acteurs économiques, clients-fournisseurs, voire triptyque client-fournisseur-banque, a complètement changé. Et que si vous voulez du résultat sur ces sujets-là, vous devez penser en système. C'est-à-dire au travers des acteurs, sans les juger ou les regarder à partir de leur taille. Et vous verrez que pour ce qui concerne SNCF, le projet qu'on va vous présenter, il n'est pas né dans ma tête. Il est né dans la tête de mon voisin qui est venu me trouver et qui m'a amené un acteur économique et on a construit ça à 3. Donc ce n'est pas le plus fort, celui qui a le plus de moyens, qui avait les bonnes idées. C'est venu d'un acteur économique des territoires qui est notre fournisseur, qui est venu nous dire ça serait bien, on pourrait faire ça. On l'a fait. On a trouvé un autre acteur économique et on cochait plusieurs missions que l'on a, acteur des relocalisations industrielles et décarboner notre supply chain, parce que vous le verrez, on a abaissé sur le vêtement de façon radicale notre empreinte. Si tu me permets, je voudrais juste rajouter un petit mot, parce qu'effectivement, Orange n'est pas soumis à la commande publique, mais on a des actionnaires, et c'est très compliqué d'aller leur expliquer qu'on va acheter plus cher, mais décarboné. Ça ne passe pas comme discours. En revanche, quand on commence à travailler le sujet avec nos partenaires et qu'on prend du temps, on s'aperçoit que finalement, acheter décarboné, ce n'est pas forcément acheter plus cher. Et on se rend compte que c'est vertueux dans les deux sens. C'est-à-dire plus je décarbone et plus je suis en capacité d'avoir un produit de qualité et pas forcément plus cher. Et c'est cette boucle vertueuse qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Et c'est ce partenariat et c'est ce qui va nous être permis dans le triptyque avec la BPI, qui en accompagnant toutes ces PME dans une méthodologie de diagnostic puis d'accompagnement de la décarbonation, qu'on est en capacité d'enclencher cette boucle vertueuse et de convaincre nos acheteurs et nos donneurs d'ordre que finalement, ce n'est pas beaucoup plus cher d'acheter français sur le territoire et décarboné avec cette boucle complète. Alors, pardon, parce que je cherche comment projeter la vidéo qui va être... qu'on voudrait vous montrer sur le projet SNCF. Peut-être juste le temps que je trouve la technique. Première question pour Michael, côté Orange. Quand vous avez commencé à travailler ensemble, je pense qu'il y a un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, vous êtes venus pour entendre parler beaucoup climat, décarbonation, environnement. Mais en fait, la relation Orange et le groupe KMC, elle est longue, elle s'inscrit dans le long terme, et je crois que ça, c'est un enseignement pour les entrepreneurs qui sont dans la pièce, c'est qu'il y a une question de pérennité de la relation, de la confiance qui se construit entre son sous-traitant fournisseur et de son grand donneur d'ordre. Alors, je ne sais pas si j'aime beaucoup Mlo, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on vous appelle souvent de façon très raccourcie. Et que cette relation de confiance, elle a commencé non pas sur des enjeux climat, mais sur des enjeux humains et sociaux. Et je pense que ça peut être intéressant que vous introduisiez aussi ce partenariat sur ce volet-là, puisque c'est un des 3 volets quand même de la RSE ou de l'ESG qui nous intéresse tous et qui s'inscrit aussi dans ce volet plus réglementaire de la CSRD qu'il faudra mettre en musique demain. Alors tout à fait. Nous, on a commencé au travers d'Orange qui avait un diagnostic qui était... il souhaitait utiliser des chambres
composite et il avait un produit dans son panel qui avait des risques allergènes et cancérigènes. Donc à partir de là, nous, depuis 2014, bien avant, parce qu'on avait déjà un partenariat sur d'autres produits aciers, il nous a été demandé est-ce qu'il était possible de réfléchir à un nouveau produit. Donc ce nouveau produit est né, qui est une chambre télécom. On fait que du télécom, donc c'est vraiment des marchés, soit en béton, c'est les mêmes, c'est normé, soit en composite. Donc on a développé ce produit-là, qui était un produit sans allergène, qui était la consigne de base que voulait absolument Orange. On ne parlait pas à cette époque-là de décarbonisation. On était vraiment sur un produit, comment améliorer la santé de nos employés et nos sous-traitants. Donc ça, c'est une première tranche qui a été faite. Après, il y a eu une évolution qui est venue par la suite en disant, OK, maintenant on a un produit qui est neutre, qui fonctionne. Est-ce qu'on peut aussi l'améliorer parce qu'on a des frais d'entretien sur la voirie qui nous coûtent très cher et qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et des déplacements. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Donc on a fait évoluer encore la chambre avec un produit cette fois dont on a modifié la texture. Donc on est sur un PEHD. Bon, là, pour ceux qui connaissent, on est sur un produit avec le cadre intégré, des tampons qui viennent se poser. Celui-ci est même en composite. Donc on est allé encore plus loin dans cette démarche. Et l'idée, c'était vraiment une qualité de vie au travail pour les employés. Et dans l'air du temps, on a un produit qui est 100% recyclé, recyclable, et qui, en plus, est tout fabriqué en France et qui est bas carbone. Donc, entre guillemets, on cochait toutes les cases. Mais ce partenariat peut être fait parce que c'est du développement, c'est des études, c'est un coût, parce qu'on a des projets avec des marchés sur 5, 7 ans. Donc ça, évidemment, que ça nous facilite aussi notre développement, de passer d'un point A à un point B. On sait qu'on a 5 ans pour s'y préparer. On est en interaction continuelle avec Orange pour pouvoir faire évoluer les produits, voir s'il y a... On découvre même des fois des utilisations qu'on n'avait pas pensé. Ce produit-là boite beaucoup moins. Pour les utilisateurs que vous êtes, sans vous en rendre compte, si vous près de chez vous, un tampon qui boite, quand on habite à côté, c'est le pire c'est désagréable. On a découvert que les deux cumulés, tampons plastiques et chambre composite, ne boitaient pas. Voilà, c'est des avantages, mais qu'on a pu mettre en place avec des essais, avec tout ce qui peut être mis ensemble. Donc clairement, et je rebondis aussi, la BPI nous aide parce que PME, comme on est de 50 personnes, 60 personnes, on a permis de pouvoir faire un bilan carbone. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir jouer sur ces leviers-là, identifier nos scopes 1, 2, 3, et tout ça nous permet d'accompagner complètement Orange et d'être continuellement en recherche de comment on peut améliorer. Donc on a amélioré le plastique et on a aussi amélioré le béton. Pour donner un ordre d'idée, on a changé notre formulation et on est passé de 9000 tonnes de CO2 à 5004. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, alors vous, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça représente 15-20 000 pièces par an et qui se baladent sur toute la France. Donc en plus, en scope 3, on est pénalisé parce que nous, c'est une chambre qui se promène à Perpignan, une qui va à Nice, voilà, donc c'est sur toute la France. Ce n'est pas localisé à un endroit. Merci beaucoup. Donc on voit pérennité, relation de confiance, innovation. Tout ça, ça rime avec décarbonation et atténuation. Côté SNCF, donc il y a peut-être aussi un mot-clé, il y a opportunité. Je pense que c'est important de le mettre en valeur parce que les opportunités, elles naissent un peu partout, y compris sur les salons professionnels, dans des rencontres inattendues ou imprévues. Et c'est comme ça, Yves, que vous avez commencé le projet Lin avec la SNCF et le groupe Tentoré Cepovett ensemble. C'était à Troyes en octobre 2022, où on exposait dans un salon de tissus techniques, de tissus à vocation industrielle, etc. Et Nicolas Fosseux de Cepovett est venu nous voir en disant « j'ai un projet ». On a expliqué Cepovett, on connaissait, on savait qui c'était, mais on ne travaillait pas avec lui. J'ai un projet pour un grand groupe, il ne nous avait pas encore dit lequel à l'époque, d'équipement de protection individuelle, et je voudrais y adjoindre du lin pour verdir et pour utiliser une fibre. Le lin, il faut dire que le lin, 80% de la liniculture est faite entre Caen et la frontière belge, donc pas loin de cette région. 80% de la production mondiale, mais beaucoup partent en Chine, en Inde et reviennent sous forme de vêtements, ce qui est un peu perturbant. Et donc d'utiliser du lin dans un pays, c'était nouveau,
C'était quelque chose qui était totalement innovant. Donc il a fallu plus de 18 mois pour mettre au point le produit, parce qu'il faut, c'est pas un vêtement, hein, c'est un équipement de protection, donc il faut que ça protège le salarié, en l'occurrence de la SNCF, qui travaille sur les voies, qui travaille de jour, qui travaille de nuit. Donc il y a des sujets de haute visibilité, il y a des sujets d'être dans un environnement électrique. Donc on a pu présenter ce produit et on s'est retrouvé donc avec ces pevettes qui lui-même vendait son idée auprès de la SNCF, et les premiers contacts des trois, plus on est plutôt quatre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même Terre de Lin en Normandie qu'il faut associer et que vous verrez dans le film s'il est projeté tout à l'heure, qui est le liniculteur normand. Pour maintenant commencer, là on reçoit les premiers fils et on commence à tisser dans 15 jours pour qu'il y ait des vêtements qui soient opérationnels et portés d'une manière certaine par les salariés de la SNCF à l'automne prochain. Et nous, dans notre décarbonation, on a toujours eu ça un peu dans l'ADN. On a toujours essayé d'anticiper les mouvements. Alors parfois trop tôt et les mouvements ne naissent pas, donc c'est un échec. Mais heureusement, souvent, c'est des succès. Par exemple, on a lancé un sac qui n'est plus à usage unique, mais qui est en tissu pour remplacer les sacs plastiques. Et ça a bien décollé en 2016 avec l'interdiction des sacs plastiques. Et c'est aujourd'hui 4 millions de pièces qui sont fabriquées à partir de nos tissus par an. Et sur l'électricité, on a toujours eu la vocation de produire de l'électricité. Alors on avait l'histoire de l'entreprise et l'histoire du textile dans les Vosges, c'est qu'on est souvent proche de cours d'eau, donc on utilise de l'énergie hydraulique. Là, on a une usine qui n'est plus proche d'un cours d'eau parce qu'on s'est adapté bien avant que ce mot adaptation soit à la mode, puisqu'on avait eu un orage de grêle qui nous avait complètement ravagé l'usine, et on était en bord de Moselle, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait de ce bâtiment parce qu'on était en PPRI, dans le plan de prévention des risques d'inondation en zone rouge. Donc on a construit une usine neuve, ce qui montre notre résilience et notre confiance dans l'avenir de la filière et notre ancrage dans le territoire, particulièrement dans le territoire vosgien, de la vallée de la Moselle. Et là, on a implanté 22 trackers solaires, donc qui sont des immenses mâts avec des panneaux solaires au bout et qui pivotent suivant les moments de la journée, donc de l'est à l'ouest, pour capter le plus facilement l'énergie solaire. Et là, au mois de mars, qui était un mois très ensoleillé, en ce moment, on ne travaille que 2 jours, mais on va monter une équipe de nuit pour répondre aux besoins du projet SNCF Cépevette. Donc là, sur deux équipes de journée, on a eu 43% d'autonomie, donc 43% de l'électricité qu'on a consommée nous est produite par le soleil des Vosges. C'est comme dans le Nord, il y a du soleil. Et donc c'est bien pour la planète et c'est aussi pas mal pour le compte de résultats. Marc, peut-être expliquer comment la relation SNCF avait commencé. Je rajouterai en effet un point. On a l'illustration là d'un écosystème d'acteurs et je pense que ça met notre rôle de fabricant au cœur aussi du métier d'intégrateur. Donc, c'est-à-dire qu'on invente le meilleur avec des solutions locales et les solutions les plus vertueuses. Moi, je voulais juste rajouter un point parce qu'on parle beaucoup de décarbonation et sur ce projet-là, il y a aussi un enjeu de réduction de l'empreinte environnementale globale puisqu'on va parler du lin, on va parler d'une matière où il y a une empreinte hydrique qui est extrêmement positive. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne produit pas de coton en France. Donc, tout notre enjeu aussi était de dire comment est-ce qu'on réduit à la fois l'impact carbone de nos produits, mais aussi donc principalement la matière première qui constitue nos produits. C'est 2/3 de l'impact carbone de nos produits. Donc c'est par le choix d'une matière plus vertueuse, plus locale, en l'occurrence française, qu'on peut aussi travailler l'innovation, on va le voir dans le film, et surtout lié à l'innovation de cette plante qui est merveilleuse, qui est le lin, qui est le chanvre et qui n'était, comme ça a été dit par notre partenaire, pas utilisé dans le vêtement professionnel. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des enjeux, et on pourrait parler de la biodiversité aussi. On parle beaucoup du carbone, nous c'est pareil, 90% de notre bilan carbone est chez nos fournisseurs. Donc je suis ravi aujourd'hui aussi de pouvoir contribuer à aider nos fournisseurs sur des problématiques de réduction énergétique et autres. Mais aussi on se rend compte qu'il y a tout un tas d'autres sujets qui doivent être adressés. C'est aujourd'hui le carbone, c'est aujourd'hui et demain l'eau et après-demain la biodiversité. Voilà. Donc c'est aussi des combats grâce à la SNCF et grâce à nos clients qui s'inscrivent aussi avec nos dossiers dans la durée
qu'on peut innover et qu'on va pouvoir vous montrer peut-être ce film qui montre un enjeu d'acteurs qui travaillent ensemble et qui savent travailler ensemble. Marguerite, si tu me permets, 1 kilo de lin, vous avez besoin d'1 litre d'eau. 1 kilo de coton, vous avez besoin de 18 000 litres d'eau. Ce coton, majoritairement, les cotons professionnels viennent du Xinjiang. Donc vous voyez le risque social associé à la production du coton que vous allez avoir dans vos vêtements. Vous voyez les distances, les kilomètres que vont parcourir toutes ces matières qui vont contribuer à fabriquer ces vêtements. Donc on coche toutes les cases. Économiquement, ça ne nous coûte pas plus cher. Et si je donne un prix au carbone, alors là, le prix du vêtement, il chute de façon drastique. Donc le textile, quand on nous rabâche à longueur de journée en disant « mais non, on ne peut plus faire en France, c'est fait dans des géographies exotiques parce que c'est moins cher, etc. » Cette histoire-là est fausse. En tout cas, n'est plus actuelle. Le lin, c'est moins d'eau que le coton, mais c'est aussi moins de pesticides. Hein. C'est vraiment une plante très vertueuse et qui, en plus, est adaptée au climat du littoral français. Du coup, merci Marc d'avoir rappelé tous ces enjeux et combats qu'on partage pour la biodiversité notamment. Nicolas l'a dit ce matin, on vient de lancer un partenariat avec l'Office français de la biodiversité pour appuyer les PME à s'approprier ces enjeux de biodiv, donc avec de se rendre compte de ces services écosystémiques rendus par la nature et sur lesquels nous basons nos activités économiques. Alors, on va pouvoir regarder la vidéo. Je suis désolée, messieurs, il va falloir vous écarter un tout petit peu pour que tout le monde puisse la regarder. Alors, c'est la version courte, puisqu'on m'a proposé de regarder celle d'1 minute, mais pour les plus intrigués, sachez qu'il y a une version de 5 minutes qui existe sur le site de la SNCF ou sur YouTube et qui est tout aussi passionnante pour plus de détails. Et puis, on se retrouve juste après la minute de projection. Ben, merci beaucoup. Je vous propose de reprendre votre place. Voilà, donc là, on a une bonne idée de quel a été le projet avec ces enjeux de relocalisation, réindustrialisation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'intégration du projet de la chaîne de valeur ? Il manque ce qui est entre le champ de lin et le tissage, qui s'appelle une filature. Donc qui va permettre après d'être la matière première de tisser. Alors c'est pas une filature de lin parce que c'est un fil qui est un peu plus compliqué. Il y a du lin, mais il n'y a pas que du lin. Mais c'est quelque chose qui est envisageable avec nos partenaires. On est en Slovénie, je crois, pour la filature. Je préciserai aussi que c'est aussi important de sécuriser le partenariat qu'on a avec les agriculteurs qui font pousser cette plante. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé de prêt-à-porter pour le lin, mais il y a une vraie compétition pour l'accès à la matière. Donc même si on est producteur mondial, gardons bien en tête qu'il y a un enjeu de sécurisation, d'autonomie sur ces matières premières et d'être capable de les anticiper. On parlait de durabilité tout à l'heure, c'est aussi comment un contrat entre une PME et un grand groupe peut, dans la durée, garantir ces approvisionnements-là. Et c'est important parce que c'est aussi une garantie d'achat à un prix pour des gens qui cultivent le lin en France.
puis la valeur ajoutée économique est bien plus large et importante que ce que l'on vient de vous présenter, parce que la matière première reste sur le territoire français, est transformée sur le territoire français. Donc les acteurs qui sont embarqués, ça va bien au-delà de nous trois. Et c'est ça qui est vertueux à la fois d'un point de vue économique, à la fois d'un point de vue social et pour le bénéfice des territoires. Gaël, côté Orange, comment est-ce que vous comptez, puisque des projets d'économie circulaire, il y en a aussi, vous avez des enjeux côté cuivre, d'autres points. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place entre Orange et ses sous-traitants fournisseurs sur des projets un peu de ce type? Oui, tout à fait. Hein. Je crois qu'on travaille donc aussi ensemble sur les mêmes types de vêtements. Voilà. Mais la démarche est la même. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a des fournisseurs, on a 35 fournisseurs qui sont des très gros fournisseurs. Donc, on va avoir Apple, Samsung, Nokia, Ericsson, enfin ce genre de fournisseurs. Donc là, on n'a pas du tout le même type de relation. Hein. Ils sont des fois beaucoup plus gros que nous. Et donc, on a des relations un petit peu différentes. Et puis, on a tout ce tissu industriel français avec lequel on veut travailler. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un partenariat étroit et que ça se joue effectivement comme un billard à trois bandes. C'est-à-dire que moi, des appels d'offres et des fournisseurs, j'en vois tous les jours qui viennent m'expliquer comment ils sont plus verts que leurs voisins. Mais ils arrivent tous avec leurs règles à calcul différentes, avec des indicateurs, avec des labels, avec des choses. Et c'est des fois très difficile de mesurer ce qui est de l'ordre du greenwashing versus d'une vraie démarche de qualité et de progression. Et puis, si Orange veut être net zéro carbone en 2040, c'est une trajectoire qu'il faut qu'on vise, et pas forcément du one-shot. Aujourd'hui, vous êtes à 10, demain, vous serez à 5, etc. Et donc, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et c'est là que nous, on a besoin de partenariats avec des entités qui sont capables de nous fournir des règles à calcul ou des outils de mesure qui soient valables, qui soient viables dans la durée et qui permettent une comparaison. Comme la SNCF, on introduit dans nos évaluations à travers les RFP, on introduit une note RSE et une note carbone dans nos achats. Donc l'entreprise qui va candidater va avoir plus de points si elle est vertueuse en matière de décarbonation. Et pour pouvoir l'évaluer, on a effectivement besoin de ce type de démarche, de diagnostic et de plan de progrès. Et donc, ce qui a fonctionné avec KMC, c'est évidemment l'écoute qu'on a mutuellement, c'est-à-dire KMC est en capacité de nous, c'est eux qui connaissent le mieux leurs produits et donc ils sont en capacité de nous proposer des innovations, de nous challenger nous sur nos exigences, parce qu'on peut peut-être les baisser. Hein, typiquement, quand on va planter un pylône, plus on veut qu'il soit haut et plus on va avoir besoin d'acier, plus on va avoir besoin d'acier, plus on va avoir besoin de béton pour l'ancrer. Et donc l'impact carbone dépend aussi des exigences du fournisseur. Du donneur d'ordre. Et donc, c'est important qu'on travaille dans cette relation. Mais c'est aussi important qu'on ait une sorte de métronome ou de règle à calcul qui nous dit voilà comment on va calculer, voilà comment on va mesurer, voilà les plans d'action et voilà comment vous allez décarboner dans la durée. Je me permettrai juste de rajouter peut-être pour décarboner un produit côté textile, que ce soit d'ailleurs pour Orange ou pour la SNCF, il y a une chose à prendre en compte dans le cycle de vie du produit, c'est la fin de vie. C'est que deviennent les vêtements une fois qu'ils ont été portés. On a parlé de beaucoup les matières, comment on le conçoit, comment on les éco-conçoit, mais dire comment cette matière demain, que va devenir ce vêtement en fin de vie et quelle solution on peut apporter, que peut devenir cette matière, enfin ce déchet qui devient une nouvelle ressource pour quelqu'un, voire peut-être même espérer, puisqu'on arrive aujourd'hui à réintégrer une partie de cette matière première potentiellement dans un nouveau fil, dans un nouveau tissu et donc dans un nouveau vêtement. C'est comment avoir une boucle aussi, et c'est ça l'économie circulaire, c'est intégrer dès l'amont la fin de vie du produit et faire en sorte que ces vêtements qui ont été vertueux, qui ont été fabriqués, deviennent quelque chose en fin de vie. Ça, c'est important. Moi, j'aurais aussi peut-être témoigné de la relation PME, parce que bon, nous, on est 40 personnes. SNCF, je n'ai pas le nombre de salariés en tête, mais c'est beaucoup trop, me dit-il. Et nous, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est 18 milliards d'achats. Donc, vous voyez, les échelles sont totalement différentes. J'aurais témoigné du climat relationnel, et évidemment avec ces Cepovett. Bon, ces Cepovett, ils se connaissent déjà bien avec SNCF, mais nous, c'est un partenariat très récent. De professionnels qui écoutent, qui se déplacent, puisque M. Descarriers et son équipe sont venus dans l'usine, voir ce que c'était, la visiter, ils ont passé un moment et ont dialogué avec des salariés, dont vous avez une qui s'exprimait dans le film, mais il y en a eu d'autres.
donc qui écoutent, qui se respectent et qui sont là vraiment pour construire quelque chose de durable, de long dans la durée. Et pas simplement de dire nous on est acheteurs, bon bah ok on fait un coup là parce que ça nous fait plaisir d'avoir quelque chose qui soit plus vert et puis après on verra et puis de toute façon et quels sont les prix, quelles sont les conditions, etc., etc., etc. On voit c'est quand même une grande différence par rapport à certains grands de la distribution textile qui sont plus oui mais en Inde, au Bangladesh, en Tunisie on peut avoir tel tarif et donc oui c'est bien mais vous êtes trop cher. Donc je pense que c'est un bon climat, une bonne entente. Alors c'est peut-être lié aux personnes hein, aussi, mais je pense que non, c'est que c'est quelque chose qui transpire dans cette entreprise qu'est la SNCF. Juste peut-être avoir en tête, à chaque fois qu'on va dépenser 1 euro, on va acheter pour 1 euro dans l'économie française, ça va rapporter entre 2,5 et 3 à l'ensemble de l'économie. Donc quand vous êtes un acteur public comme nous, même si SNCF est devenue une société privée, maintenant c'est une société anonyme, c'est plus un EPIC, on a un seul actionnaire qui est l'État, et donc il est important de s'assurer que chaque euro dépensé, alors bien entendu il y a des exceptions, hein, j'aimerais bien pouvoir tout ramener à proximité, mais ça prendra du temps. Il est important qu'on veille à ce que chaque euro irrigue bien toute l'économie, tous les territoires, et ne parte pas dans des géographies exotiques. Je pense qu'il y a aussi une fierté de nos salariés que tenteraient que leur entreprise soit fournisseur de SNCF, parce que SNCF c'est quand même c'est un nom connu et archi connu, et enfin, tout le monde prend le train, tout le monde voit. Nous on est proche de la ligne de la voie ferrée, donc ils voient le train passer, ils savent que c'est quelque chose, même s'ils ne savent pas qu'aujourd'hui c'est une société anonyme, que c'est plus un EPIC, mais c'est le reflet de la France, et le TGV et le maillage sur le territoire. Donc c'est pas que le maillage par les voies ferrées, mais c'est aussi le maillage avec les fournisseurs et l'ancrage sur le territoire. Je voudrais juste moi, rebondir par rapport à ce qui a été dit. Pour une PME, c'est très compliqué, toute cette démarche de, on va dire, RSE, tout ce qui est décarbonation. Quel modèle il faut qu'on prenne pour être louable par rapport aux autres, pour pas que ce soit du green bashing justement, et pas juste être dans oui j'ai fait du vert mais voilà je me donne un document. Donc nous on a beaucoup de mal et c'est là où la BPI nous aide parce que ça nous a permis de pouvoir tout de suite aller au bon endroit. Donc on a fait grâce à décarbonation le premier bilan, on a fait scope 1, scope 2, scope 3, on a derrière su tirer les avantages et quels étaient les endroits sur lesquels il fallait qu'on appuie et surtout qu'on pouvait mettre en avant auprès, alors là, Orange, c'est du long terme, donc c'était plus facile pour nous, mais auprès d'autres entreprises sur lesquelles on voudrait démarcher, on voit que les grands groupes du BTP veulent s'investir dans cette démarche-là, et quel produit avoir, quel papier ou quel document, quel support nous pouvons mettre en avant, et c'est là où on a besoin aussi de la BPI, parce que ça nous fait gagner un temps fou. Une société comme nous, à 40 personnes, on passe plus de temps sur la route à aller voir des clients que d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et des fois, on fait des erreurs. Donc là, on gagne un temps qui n'est pas quantifiable. Oui, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas bien le dispositif DIAC Décarbonation dont parle Michael et qu'a poussé aussi la SNCF et Orange auprès des PME, sur la partie, c'est un bilan carbone qui est réalisé par un bureau d'études experts indépendants qui est cofinancé par l'ADEME, et sur la douzaine de jours qui est prévue pour la réalisation de ce bilan, il y a 2 jours qui sont ici liés à la stratégie de valorisation vis-à-vis de ses partenaires grands donneurs d'ordre, vis-à-vis de son propre écosystème de sous-traitants fournisseurs, vis-à-vis de ses investisseurs et de ses partenaires bancaires. Donc il y a vraiment une démarche complète, à la fois trajectoire de décarbonation qui est identifiée, mais aussi comment est-ce que demain, si je dois embarquer une transformation plus ou moins profonde, comment est-ce que je le fais et comment je l'explique à mes principaux partenaires et parties prenantes. Juste peut-être, parce qu'on vous a montré un exemple qui est assez vertueux, mais je voulais juste insister sur un point, c'est comment est-ce qu'on change d'échelle et comment est-ce qu'on a plus d'impact. Et je pense que c'est important que vous gardiez en tête que ce qu'on vient de vous montrer là, nous, en tout cas PME et en tant que fabricant, c'est dire comment cet effort qui a été fait et comment cette innovation qui a été menée au départ avec la SNCF peut demain aussi nous permettre de changer d'échelle et d'aller
ça tombe bien, il y a Orange, mais proposer ce type de solution qui du coup a été rendu possible une fois, de pouvoir le dupliquer. Et ça, c'est important de dire qu'on n'est pas en train de parler d'expérimentation ensemble. Ce qu'on vous montre là, c'est réel, mais ça pourrait rester qu'à l'échelle de la SNCF. Et nous, notre enjeu, c'est de dire aujourd'hui comment ces bonnes pratiques, on peut arriver à les déployer chez d'autres clients. Et ça, c'est notre enjeu, en tout cas majeur, de changement d'échelle sur ces sujets de décarbonation. Et du coup, avec l'enjeu d'identifier la bonne personne, puisque c'est ce qui est remonté au moment où on préparait cette table ronde, c'est comment est-ce que quand on est une PME, on identifie la bonne personne qui a à la fois la capacité de prendre la décision, comme le disait Pascal, de dire, bon, il va falloir, on y va quand même, et puis vous alignerez tout le monde derrière. Donc ça, je pense que c'est une vraie clé. Et puis, Pascal, je te laisserai conclure, du coup, puisque tu prends la dernière fois le micro, pour laisser un peu de temps à la salle pour ceux qui voudraient poser des questions. Mais voilà, je pense qu'on a une bonne idée de ce que peut dire demain une relation vertueuse qui peut se répliquer. Et puis, c'était une demande Orange, SNCF et puis tous les autres. Si vous avez des projets, remontez-les parce qu'ils en ont besoin d'autres et de nouveaux. Oui, peut-être pour ma part, redire ce que j'ai pu dire en introduction, c'est vraiment une approche systémique et il faut avoir conscience que le quotidien des acteurs économiques, il a totalement changé parce que quand moi je me décarbone sur cette action-là, que ce soit Cepovett ou que ce soit Tintoret, ils ont chacun une banque et donc ils décarbonent aussi le scope 3 de la banque. Donc c'est vraiment un jeu avec de multiples gains qui vont bien au-delà des miens. Quand je travaille mon carbone, je travaille le carbone aussi de mes banques, ils travaillent le carbone de leur banque, et donc il faut vraiment penser ça de façon, j'insiste, systémique. Les relations économiques des acteurs ne sont plus verticales, et c'est pour toujours. Et que ces paramètres-là, qu'il s'agisse de l'économie circulaire, qu'il s'agisse de la transition énergétique, qu'il s'agisse de la décarbonation, ils structurent et vont continuer de structurer pour toujours la nature des relations entre tous les acteurs économiques. Et si vous n'étiez pas convaincu jusqu'à aujourd'hui de maintenir vos efforts et vos trajectoires de décarbonation, sachez que pour les banques que nous sommes, puisque BPI France reste une banque, la réglementation BCE reste. Et du coup, nous, on va continuer à devoir accompagner et à verdir nos encours, donc nos propres clients. Donc voilà, comme le dit Pascal, c'est évidemment écosystémique. On se tient tous ensemble pour demain construire un avenir plus durable. Est-ce que je peux passer les questions en salle? C'est bon? Ou Gaël, tu veux... Juste un dernier mot, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup de bruit, mais il faut vraiment garder la tête froide. Et au-delà des effets d'annonce et des gens voilà, on voit bien que les institutionnels, les grands groupes, n'ont pas changé de cap. Et ça, c'est important pour vous, parce qu'il ne faut pas se dire, voilà, il y a une nouvelle direction, ça change, etc. Non, la direction, elle est là, on sait où on va. Et personne aujourd'hui a dit, moi, je m'assois sur mes engagements que j'ai pris vis-à-vis d'eux, etc. Donc, il est temps d'y aller, et les effets d'annonce, ils changeront. Demain, ils seront autres, et ils reviendront sur ce qu'on sait. De toute façon, la trajectoire où on est dedans, il faut y aller, et on n'a pas le choix. Et donc, plus on anticipe, et plus on entame cette démarche, et puis on est prêt à affronter l'avenir. Et c'est un facteur de compétitivité et de souveraineté globale. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça fonctionne? Oui. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Petite question pour Tintoret et KMC du coup. Quel a été le plus gros point dur dans ce partenariat? Est-ce que pour vous c'est un changement d'échelle particulier et donc avec des enjeux opérationnels derrière? Est-ce que c'est un enjeu de normes? Est-ce que c'est un enjeu de financement? En gros, quel a été le point dans votre transformation qui a été le plus dur à affronter dans ce partenariat? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de point dur. C'était la mise au point du produit qui passe les tests d'homologation EPI et les tests aux portées de salariés de la SNCF qui, pendant quelques semaines, ils ont essayé, on dit c'est confortable, on a chaud, on a froid, parce qu'il y a évidemment un vêtement été, un vêtement hiver. Ça nous protège, on a confiance dans le produit, ça ne se déchire pas, parce que vous avez toutes les tailles. Mon ami de Cepovett en parlera mieux que moi, mais des gens qui ont certains gabarits, d'autres beaucoup plus fins.
Donc il faut que tout ça s'adapte. C'est ça. En financement, c'est peut-être bien insister. Est-ce que vous êtes capable d'investir dans des machines supplémentaires si le besoin s'en fait sentir? On a répondu oui, on investit tous les ans. On a une structure bilancielle et de trésorerie solide, donc ça va. Et on a de la place pour mettre des machines et on a même de la place sur notre terrain à côté des trackers pour construire une filature. Ouais, alors pour notre part, c'est pareil. Il y a pareil, comme Yves, il n'y a pas tellement de points durs. La seule différence, c'est quand on est précurseur sur des produits qui, entre guillemets, on est sur des produits normés. Donc, il y a une marque LNF. Pour ce qui concerne le béton, on va être un peu technique. On se sert d'un ciment qui est maintenant c'est le CM5, qui n'avait pas la norme. Et donc, potentiellement, on ne pouvait pas de la norme sur nos produits. Donc, on se retrouvait à devoir faire avancer en parallèle les cimentiers pour pouvoir l'incorporer dans notre formulation et ensuite pouvoir le proposer. Donc, l'intégralité des produits qui sortent bétonnés de chez nous sont avec ce CM5. Donc, toute la gamme est décarbonée. Alors, c'est là où on a aussi besoin d'accompagnement parce qu'on ne communique pas assez sur ce genre de choses. Parce qu'on peut passer de CM1 à CM2, CM2, CM3, CM3, mais CM5, ça ne se faisait pas. Ça n'avait jamais été créé. Donc, il a fallu forcément du temps, de l'investissement, de la recherche. On a su le faire. C'est la même chose pour les chambres télécom composites. Elles ne rentrent pas dans la norme pour l'instant. Donc, on a plus une démarche de devenir être normé. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie à dépenser en interne. Mais l'avantage, c'est qu'encore une fois, avec le partenaire Orange, on n'est pas assujetti à un appel d'offres. Donc, on a pu le lancer en amont. Ils ont toute une batterie de tests sur lesquels ils sont intransigeants. On y répond, ils font les tests, on le fait. Donc, c'est plus du développement et de l'accompagnement. Je rejoins complètement ce qui s'est dit. C'est qu'en fait, ce qui est lancé là, c'est le début. Demain, tout le monde ira, mais il faut bien que quelqu'un lance la première pierre. Donc, on y est. Donc, eh ben oui, derrière nous, les cimentiers vont mettre la norme. Derrière, il se passera tout un tas d'autres choses et on pourra y répondre. Donc là, pour l'instant, c'est plus un problème d'investissement et d'accompagnement technique avec nos partenaires. Mais après, on le fait, voilà, il n'y a pas de point noir réellement. Oui, moi je rajouterais les points durs, c'est souvent des freins psychologiques, hein, qu'on soit très très clair. C'est lever ensemble des freins psychologiques et oser y aller. Je pense que ça a été dit pendant la table ronde, c'est oser prendre et avoir la volonté et le courage de tenter de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est le propre de l'innovation et de l'innovation entre une PME et un grand groupe, c'est ça le sujet. C'est que tout le monde ait le courage, nous, de proposer des solutions, mais le client d'accepter aussi de prendre le risque d'aller des fois vers l'inconnu. Et l'illustration est plutôt là. Et pour le donneur d'ordre, de donner des contrats plus longs permettant à son fournisseur d'investir. Alors ça, c'est pas seulement l'enjeu de la SNCF, mais peut-être l'enjeu de l'ensemble de la filière industrielle verticalisée avec grand donneur d'ordre. Oui, bonjour, Guy Leblond. Moi, je suis dans les composites. On a travaillé d'ailleurs avec de la fibre de lin et pour la SNCF. Ma question, c'est par rapport à des expériences vécues, le time to market que vous avez eu entre le moment où vous avez développé et pouvoir arriver, si je comprends bien, dans les jours qui viennent, à passer en production. Combien de temps ça a pris et est-ce que dans la relation que vous avez pu avoir avec la SNCF, vous avez pu justement essayer de raccourcir ces éléments ou au contraire, tout ce qui est un peu barrière à l'entrée sur les environnements, le normatif ou les contraintes techniques qui souvent sont nouvelles quand on apporte une innovation. Comment ça a pu se passer de ce point de vue-là si effectivement vous avez été concerné par ça? Alors, le time to market. C'est plutôt le marché qui est venu à nous. C'est le time to market, c'est Pavette qui va y répondre. Alors, le time to market, c'est un sujet compliqué parce que, en effet, ce serait faux de vous dire que là, on y a pensé la semaine dernière. Ça a été évoqué. C'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Et la problématique, c'est est-ce que les clients sont sensibles? Est-ce qu'on a les bons interlocuteurs pour comprendre le sujet? Donc oui, je l'ai dit, hein, on a des sujets aujourd'hui qui arrivent et qui sont extrêmement innovants et qui ne sont pas acceptables économiquement. Ça a été évoqué aussi par Orange. Je pense que le sujet, c'est d'être capable d'apporter le bon produit au bon moment, au bon prix.
Et souvent, le problème du time to market, c'est ça, c'est qu'on a des fois la bonne idée, mais la bonne idée pas au bon prix. Donc tout l'enjeu est capable aujourd'hui d'aligner un petit peu tout ça au bon moment. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça tient quand même à une notion de courage. Le temps long permet aussi des fois aussi de baisser les coûts et d'oser dire que ça va coûter un peu plus cher, mais que sur un coût complet, sur la durée, puisqu'on s'engage à travailler ensemble dans une relation de partenariat, la dimension économique peut être réconciliée. Donc c'est souvent ça, en tout cas nous, dans notre métier, la vraie logique de time to market. Et puis tu l'as dit, vous êtes une entreprise familiale installée dans le long terme, donc c'est quelque chose qui ne vous faisait pas peur dans votre ADN. Troisième génération, voilà, on a une capacité aussi à s'inscrire dans la durée avec des dirigeants qui eux-mêmes travaillent pour leurs enfants et petits-enfants. Donc c'est aussi ce qui fait aussi la différence. On parle à des banques là, mais en fait la réalité c'est qu'une PME aujourd'hui doit s'inscrire dans la durée et réfléchir transmission. C'est-à-dire les sujets qu'on travaille aujourd'hui, dans notre sujet, c'est des sujets à 5-10 ans. On parle de lin, beaucoup de lin aujourd'hui, mais j'espère qu'il y aura assez de lin. Est-ce que ça va donner envie à d'autres de recultiver du lin qui avait peut-être arrêté? Vous voyez, c'est aussi de ces sujets-là. Quand on décide et qu'on est agriculteur de dire on va faire de la conversion d'une céréale vers du lin, il faut que le marché soit porteur. Donc on parle de time to market, ça veut dire que nous on fait du textile, mais des composites vont peut-être aussi du coup, et ça s'engage. On ne peut que s'engager sur la durée face à des gens qui eux vont changer de métier et de faire pousser du lin qui est pas neutre en termes de culture. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question pour Orange. Vous avez dit qu'il y avait 60% de vos émissions venaient de vos prestataires, dont 35. Comment vous faites pour les décarboniser? Enfin, je sais que c'est du projet sur du long terme, mais est-ce que vous avez déjà des idées comme des pénalités à leur accorder s'ils ne respectent pas vos engagements ou les actions que vous voulez qu'ils mettent en place? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on a 35 fournisseurs qui pèsent à peu près 3 milliards de tonnes de CO2. Parmi ces fournisseurs, il y a des fournisseurs comme Apple. Et donc, c'est assez difficile de négocier un iPhone 16 avec Apple. Donc là-dessus, on a assez peu de marge de manœuvre. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Et ils nous disent, vous allez suivre notre courbe à nous de décarbonation, celle qu'on aura envie de vous... voilà. Sinon, vous achetez plus et ce n'est pas notre souci, quoi. Donc ça, c'est les premiers fournisseurs. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, il y en a qui sont beaucoup plus en avance que nous et qui ont déjà des grandes démarches. Et par exemple, on travaille avec Nokia, Nokia qui nous fournit tous nos backbones d'infrastructures sur le réseau RAN. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et Nokia a une vraie démarche très structurée. Et ils nous disent, bah, c'est simple, hein, vous voulez décarboner, vous achetez la nouvelle génération de nos produits et vous verrez, vous décarbonerez. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, comme Sagem, qui fournit les Livebox, donc tout ce que vous avez chez vous. D'ailleurs, alors j'ai pas le droit d'en parler, mais le 10 avril, il y a une nouvelle box qui va sortir, la 7. Et je vous invite à écouter. Je pense que ce sera intéressant. Et donc avec eux, là pour le coup, on a un vrai partenariat. Et donc on a des ingénieurs chez nous, chez Orange Innovation, qui travaillent avec des ingénieurs de chez Sagem, pardon. Et là, on travaille sur tout. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte, on la démonte et on regarde le microprocesseur. Il vient d'où? Il est composé de quelle terre rare? Quelle puissance il a? Quelle puissance il consomme? Est-ce que si vous changez comme ci, comme ça, si on adapte tel truc, est-ce que ça permet de réduire la consommation? Est-ce que si on change le ventilateur ou si on n'en met pas, par exemple, en mettant plus d'ouverture, etc. Et c'est ce partenariat-là qui est très constructif, qui fait que Sagem va nous challenger, va nous dire « ouais, mais vous voulez que le produit soit allumé tout le temps ». Par exemple, eh ben, allumer tout le temps, voilà ce que ça impose. En revanche, si vous acceptez qu'il y ait des sondes qui détectent la présence et que l'appareil s'éteigne, ce que vous pouvez avoir dans vos décodeurs par exemple, et ben ça permet, ça nous permet nous de travailler un produit qui sera moins carboné. Et donc c'est ces choses-là qu'on arrive à faire avec un certain nombre de partenaires qui sont constructifs. Et donc, on a cette approche qui est vraiment là pour le coup du one-to-one. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec Nokia, avec Samsung, avec Ericsson ou avec d'autres grands groupes, des groupes d'infrastructures comme Circe, etc., qui nous construisent nos réseaux. On va le travailler vraiment de manière unique. Et dans un, voilà. Ça, on peut se le permettre avec quelques entreprises. Et donc, on a identifié 35. Et puis après, il y a tout le reste. Alors, je vous propose qu'on prenne maximum les 2 dernières questions.
Mais après, nos invités ne s'enfuient pas tout de suite. Donc, vous pourrez les recroiser soit dans jour E et jusqu'à 12h20 dans les coursives s'ils l'acceptent. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Est-ce que ce qui vous pousse aujourd'hui à faire de la décarbonation, à travailler sur ces éléments-là, c'est la réglementation, c'est vos trajectoires, c'est du marketing? Enfin, est-ce que c'est vos clients qui vont vous demander des choses ou c'est vos collaborateurs qui ont envie que vous soyez plus vertueux? Pour moi, c'est bien au-delà de tout ça. J'ai un exemple là, qui me vient par rapport à votre question à l'esprit. Vous avez un fonds d'investissement aujourd'hui qui s'appelle Argos Vitiou, qui est français, et qui ne fait son activité qu'en investissant dans des entreprises très carbonées, et il ne gagne son argent que dans la décarbonation lorsqu'il sort, pas sur le reste. Donc l'approche, elle n'est pas réglementaire, même s'il y a des règlements, elle est juste stratégique. Parce que le consommateur, qu'il achète un billet de train, qu'il achète une console, aujourd'hui, mais encore plus demain, il va acheter une posture, une attitude, une boîte très carbonée, une boîte pas carbonée, et son choix, il est de plus en plus vers des acteurs qui essayent de progresser, qui s'améliorent, en tout cas qui sont dans une dynamique de moins émettre, dans une dynamique beaucoup plus verte. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais c'est là que se situe la motivation. Ce n'est pas la norme qui nous pousse à faire ça, c'est beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si, en fait, vous pouvez tous répondre, puisque vous avez peut-être non, tous un moteur différent ou un levier d'action. Il y en a pas qu'un. Je pense que tous ceux que vous avez cités, ils sont valables et que on ne peut pas être une entreprise de dimension internationale et ne pas adresser ce sujet pour toutes les raisons que vous avez citées. Et je pense qu'effectivement, ça s'inscrit dans la durée et c'est vital pour une entreprise de s'inscrire dedans si elle veut se projeter dans un avenir proche. Oui, exactement. Je dirais que, bien évidemment, il y a quelques années, on pouvait parler de différenciation entre une PME et un grand groupe. Il y avait des volontés de dire que c'est des leviers de compétitivité et de différenciation. Quand tout le monde ne le disait pas, aujourd'hui, on est clairement dans une logique d'alignement entre un client et un fournisseur. Je pense qu'il y a au-delà de la responsabilité, il y a une volonté de dire on y va ensemble. Nous, on travaille avec les grands du luxe français. Je peux vous dire qu'ils ont des audits qui durent 2 jours et qui sont avec 45 questions. Et il y en a 20 sur la RSE et l'environnement et qu'est-ce qu'on fait sur l'énergie, quels sont les progrès que nous avons faits. Donc, il ne faut pas toujours être trop bon tout de suite parce que sinon, on arrive au bout et on ne sait plus quoi inventer. Sur l'énergie, sur le recyclage de nos emballages, de nos palettes, de nos chutes de tissus, le réemploi, etc. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, on reste des entreprises familiales avec des ADN. Je veux dire, on est tous des enfants, on a tous des volontés. Et nous, en plus, on est moins vertueux. Le ciment, on sait que c'est quand même pas ce qui est le plus facile. Donc, on a toujours dans cette idée de comment on peut rendre plus vertueux demain. Alors, évidemment, il y a des contraintes. On a tous des contraintes. Mais comme l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est pour ça que je rejoins complètement. On n'a pas de contraintes tant que ce n'est pas écrit dans le marbre en disant il faut que ça fasse tant. Mais on essaie d'anticiper. Comment on peut améliorer les choses, chacun à son niveau. Donc ça, c'est dans l'ADN un peu de la famille propriétaire. Donc, il y a le père, le fils, les petits-enfants. Donc, on est pareil. Donc, voilà, c'est quoi faire demain. Parce que le ciment, il est toujours là pour l'instant. Est-ce que si on arrive à le remplacer, tant mieux. Mais ce ne sera pas possible pour tout. Merci à tous. Je vous propose de conclure ici cette table ronde. Merci pour, je pense, les exemples très inspirants que vous nous avez donnés, comme quoi c'est possible. C'est possible. Et puis, voilà, il ne faut pas manquer d'idées, il faut y croire et surtout ne pas relâcher l'effort et travailler en confiance ensemble. Merci à tous les 5.